J'ai proposé ce sujet parce que l'année dernière, au moment où Bernard commençait à préparer le programme, l'association Patrimoine Tropézien venait de faire l'acquisition aux enchères d'un tableau qui représente le jeune Nancy, un navire construit à Saint-Tropez en 1837. Et ce n'est pas la seule représentation de navires tropéziens, donc c'était un petit peu l'occasion pour moi de faire le point et de revenir à mes recherches de thèse. Je vous montre un premier tableau qui n'est pas un navire tropézien, mais un navire construit à la Seine en 1830, le Gabriel. Et je vous montre celui-ci parce qu'en bas dans le cartouche, il y a écrit à la fin « mis à la mer le 30 octobre 1830 à la Seine ». Les mentions de lieux de construction sur les tableaux sont extrêmement rares. Là, c'en est une, mais c'est extrêmement rare. Généralement, il n'y a pas. Donc, il faut que je commence par vous parler d'abord comment on identifie les navires et pourquoi Saint-Tropez est intéressant. Alors Saint-Tropez est intéressant parce que c'est un haut lieu de la construction navale. J'ai identifié pour le seul 19e siècle, le siècle qui nous intéresse ici, environ 3000 bâtiments de toute taille, c'est-à-dire depuis le petit canot jusqu'au grand 3-mâts de 45 mètres. Mais ces navires-là, on se pose la question naturellement, quelle allure pouvaient-ils avoir ? Alors d'abord, il n'existe pas, il faut que je vous parle comment on identifie ces navires-là, parce qu'il n'existe pas de belles statistiques, de belles listes dans les archives bien classées en disant Saint-Tropez ou la Seine ou Marseille, peu importe, en telle année a construit tant de navires avec tel nom, tel tonnage, etc. Ça n'existe pas, donc il faut reconstituer les bases de données. Et les archives pour les reconstituer sont extrêmement dispersées et diversifiées. La première, la plus intime, c'est la déclaration du constructeur une fois que le navire est terminé. Le constructeur se rend auprès du juge de paix, là je parle pour le 19e siècle, hein, pour le juge de paix, il se rend et il fait une déclaration. Donc ici je fais un résumé de ce qui est écrit à côté. Je sous-signais Louis Bory, constructeur de navires au port de Saint-Tropez, certifié avoir construit en ce port en 1828 un navire dit Tartane appelé le Prosper, commandé par Jean-Baptiste Brest de Saint-Tropez, du port à capacité de 28 tonneaux. Ce document-là, je dis est intime parce que c'est quasiment la seule trace d'écrit de constructeur que l'on peut retrouver. La construction navale traditionnelle relève de l'entreprise privée et donc il n'y a pas d'obligation du tout à l'époque de déposer les archives d'une entreprise privée comme aujourd'hui aux archives officielles. Par contre, comme il va faire sa déclaration sur le juge de paix, là, ce petit papier, c'est souvent plus petit qu'un A4, est déposé. Il n'y a pas non plus chez le juge de paix des beaux dossiers avec toutes les déclarations de construction regroupées. C'est dispersé au milieu de 1000 affaires, comme vient de montrer Fabien, pour le siècle précédent. Donc voilà une des rares mentions de ça. Ce qui veut dire aussi que ces archives-là sont dispersées. Pour avoir l'idée de construction d'un navire, d'un chantier comme Saint-Tropez, il faut parcourir la justice de paix. Naturellement, de Saint-Tropez, c'est là où il y a le plus d'actes, mais il n'y a pas d'obligation de déclarer à Saint-Tropez. On peut construire un navire à Saint-Tropez et aller le déclarer au juge de paix de Fréjus, si le propriétaire est de Fréjus. Donc déjà, vous voyez qu'il faut ratisser large pour avoir une idée à peu près globale. Une fois que le navire est déclaré chez le juge de paix, il faut se rendre à la douane pour donner une valeur administrative et avoir une autorisation de naviguer. Et là, il y a une soumission de francisation, comme ça existe encore aujourd'hui, pour déclarer que le navire est bien français. Et là, ces archives de la douane posent problème parce qu'elles sont très mal conservées, à l'inverse, par exemple, de la justice de paix. Pour le Var, il y a bien longtemps, je ne sais pas en quelle année, il a été décidé que le grand port varois, c'était Toulon, on conserverait les archives de la douane de Toulon et que tous les autres ports, ça disparaîtrait. Donc les archives de la douane de Saint-Tropez n'existent plus. Ou alors elles sont cachées quelque part, je ne sais pas, mais elles ne sont pas déposées. Pour les Bouches-du-Rhône, vous avez conservé Marseille et Martigues, mais pas la Ciotat. Bon. Or, pour Toulon, pour le Var, c'est un très mauvais choix d'avoir choisi Toulon, parce que si Toulon, c'est le grand port, c'est avant tout un arsenal, avec des navires de guerre qui ne relèvent pas de la douane. Le grand port de commerce du département du Var, c'est Saint-Tropez. Voilà. Donc là, malheureusement, on a perdu beaucoup de sources. Autre source également, une fois que le bateau existe légalement, il faut l'attacher à un port.
Donc là, il y a d'autres sources qui ne se trouvent pas aux archives départementales, mais qui se trouvent au service historique de la Défense à Toulon, où vous avez des registres de bâtiments, où vous voyez là ici l'exemple du Saint-Pierre, tartane de Saint-Tropez, construite en 1830, de port de 29 tonneaux. Et là, vous arrivez à suivre la carrière du navire, mais surtout, dans ce qui nous concerne, à identifier un nom de navire avec une année de construction et un port d'attache. Toujours dans les archives de l'inscription maritime de Toulon, vous avez ensuite les désarmements, qui sont des registres précieux, puisque là sont enregistrés tous les retours d'expédition des navires, où vous allez retrouver naturellement l'équipage, mais ce qui nous intéresse ici aussi, la mention du lieu de construction. Et puis, il y a d'autres archives plus dispersées, dont celle-ci, qui est une mine et qui n'est utilisée par strictement personne, je pense avoir été le seul à l'utiliser, sont les archives du bureau Veritas. Veritas qui existe toujours aujourd'hui, qui est un bureau de certification, qui apparaît dans les années 1830 et qui a pour objet d'aider les assureurs à déterminer la valeur d'un bâtiment, d'un voilier, de façon à bien calculer la prime d'assurance. Alors ça, ce sont comme un peu des bottins qu'on a connus avant pour le téléphone. Chaque année, il y a un volume qui sort. Ça apparaît dans les années 1830. Quand on est dans les années 1840-50, chaque volume contient environ 20 000 navires du monde entier. Donc c'est beaucoup mieux, on parle toujours du Lloyd's, des archives de la Lloyd's, etc. La Lloyd's, c'est moins bien, parce que la Lloyd's, ça renferme les navires britanniques ou des navires étrangers qui fréquentent les ports britanniques ou des colonies. Tandis que là, pour Veritas, vous avez, comme vous pouvez voir ici dans une des colonnes, des navires qui sont anglais, espagnols, français. Et donc j'ai souligné en bas l'Anacharsis, c'était un exemple, d'un navire français construit en 1839 de 110 tonneaux à Saint-Tropez et qui est attaché au port d'Alger. Voilà. Donc, avec les archives Veritas, j'ai constitué une base de données d'environ 50 000 navires qui me permet d'identifier à peu près 3 tableaux sur 4 sur lesquels on a un nom de navire pour pouvoir le rattacher à un port. Alors moi, ici, on parle de Saint-Tropez, mais je pourrais vous parler de Marseille, Alger, Tunis, Tripoli, Sébastopol ou autre. Alors, maintenant que vous avez vu les archives, c'est en parcourant toutes ces archives-là depuis la Provence jusqu'au Languedoc que je suis arrivé à cette base de 3000 navires. Ces 3000 navires sont représentés par qui? Alors, pas par tous les artistes, pas par tous les peintres. Les plus connus, c'est la dynastie des Roux. Il y a 4 Roux qui peignent de la fin du XVIIIe à la fin du XIXe. Là, vous avez le portrait de Joseph Ange. Les Roux, ce sont des marchands d'instruments de navigation, de cartes, d'images sur le port de Marseille. Ils sont côté mairie et en même temps, ce sont des très bons dessinateurs. Donc, ce qui fait que beaucoup d'armateurs, de capitaines qui reviennent d'expédition ou qui viennent de construire un navire vont chez les Roux et commandent un tableau. Et dessous, il y aura un cartouche avec le nom du bateau et puis le nom de l'armateur ou du capitaine. Donc eux, ils ont pignon sur rue, c'est les plus connus. Certains spécialistes des Roux estiment que les 4 frères ont peint sur le 19e siècle environ 7000 navires. Je ne sais pas d'où ils tiennent ce chiffre-là, mais sans problème, plusieurs centaines assurément. Les Roux sont connus pour faire des représentations de navires. Ici, c'est le brick Paris construit à Saint-Tropez en 1817, dans une collection particulière, je ne sais pas laquelle. Ils sont renommés pour faire des représentations extrêmement précises. Et notamment, je ne vais pas m'y étendre là, mais vous voyez que la coque, elle est représentée avec une belle bande blanche entre deux lisses. C'est la mode des années 1817-1820. Voilà. Quand on arrivera dans les années 1830, 40, etc., il y aura d'autres modes. Donc ce sont aussi des sources extrêmement intéressantes au niveau de l'architecture navale. Il y a Pellegrin. Alors je montre une petite étiquette qui est collée derrière un tableau peint par Pellegrin. Pellegrin, lui, il est tout seul à peindre, il n'y a pas de fils ou de père, etc. Et comme vous voyez sur les étiquettes, il est dessinateur de navires, il habitait au 46 rue Thiers, au 3e étage à Marseille, et là aussi, les capitaines allaient le voir. Donc il ne faut pas imaginer aussi qu'il n'y avait que les Français, ou que les Marseillais, ou que les Tropéziens, que les Provençaux qui allaient. Vous aviez des Américains, des Italiens, des Canadiens qui passaient à Marseille.
et qui allait commander. Donc on retrouve des représentations de navires anglais, américains, espagnols, italiens, dans le monde entier en fait. Une des plus grosses collections se trouve au Peabody Museum à Salem aux États-Unis. Voilà le type de représentation de pèlerin qui fait des navires, qui représentent des navires extrêmement détaillés, mais c'est un peu plus figé et les vues sont toujours identiques. Souvent, on le voit ici, on le voit ici. Il prépare le tableau en peignant à l'arrière l'entrée du port de Marseille avec le phare. Et puis, lorsque la commande arrive, il va voir le tableau, il va voir le navire à quai. Il demande des détails et il le représente. Vous voyez que là, on n'est plus dans les années 1820, on est dans les années 1830, 40, 50, où on représente des faux sabords. Il ne faut pas imaginer que ces navires de commerce avaient des canons partout. Ce sont des faux sabords qui peuvent... C'est un peu la mode, hein, on se rapproche des bateaux de guerre de l'époque. Et puis, ça peut tromper un éventuel forban quelque part en mer de Chine ou en Méditerranée orientale. Vous avez également des auteurs anonymes qui peuvent peindre, comme ici le Bouygues Goélette Gazelle peint par un auteur anonyme. Et le bateau a été construit à Saint-Tropez en 1844. Ça, c'est un des ex-voto de la chapelle Sainte-Anne avant qu'il ait été restauré. Alors, il y a deux types de représentations. On va voir ces artistes-là, soit pour commander un portrait de navire. Là, vous avez l'exemple de la chapelle Sainte-Anne d'un navire qui s'appelle l'Édouard, qui a été construit à Toulon. Et à côté, vous avez un ex-voto. Alors, la différence, c'est que le portrait de navire est commandé uniquement par l'armateur ou le capitaine. Alors, parfois, on arrive à le détecter, comme ici, l'Édouard de Toulon, capitaine Morello. Il n'y a pas la mention de l'armateur, donc on sait que c'est le capitaine qui a commandé ce portrait de navire pour mettre sur son bateau ou à son domicile. Alors on le sait d'autant plus que ce capitaine Morello était tropézien et qu'il avait cet ex-voto-là, ce portrait de navire-là chez lui, comme il en avait beaucoup d'autres. Et puis, vous avez, on va aussi commander une œuvre pour la chapelle Sainte-Anne. À ce moment-là, c'est un ex-voto, ça représente non, pas seulement le navire, mais également un événement généralement assez négatif, un mauvais moment, mais qui finit plus ou moins bien, puisque s'il y a un ex-voto, ça veut dire que l'équipage n'est pas mort, ou que le commanditaire n'est pas mort au moins, et qui va remercier ici Sainte-Anne. Alors, ce sont des œuvres qui permettent qui sont plus intimistes, plus événementielles qu'un simple portrait de navire. Par contre, le navire est souvent moins détaillé. Comme vous voyez ici, par exemple, on voit moins bien la coque. Par contre, j'ai fait exprès de prendre cet exemple-là parce que ce portrait de navire est devenu un ex-voto. C'est qu'au bout d'un moment, le capitaine a décidé de le déposer à Sainte-Anne. Et donc le portrait de navire devient un ex-voto. Donc les séparations, les distinctions sont parfois pas aussi nettes. Alors, faisons un petit peu le tour très très rapidement pour tenir les délais sur les navires conservés d'abord dans les édifices religieux. Alors naturellement, la chapelle Sainte-Anne est largement représentée, sans dire pour autant que tous les ex-voto de la chapelle Sainte-Anne représentent des navires construits à Saint-Tropez. Loin de là. On va trouver à Sainte-Anne des navires construits à Marseille, à Antibes, à La Ciotat, donc notamment à Saint-Tropez. Vous retrouvez ici un navire des années 1820, le Vigilant. Vous retrouvez cette belle bande sur la coque. Pourquoi cet ex-voto-là? Vous voyez qu'il y a la vergue de la grand voile qui a cassé à la sortie d'un port et ça aurait pu causer un accident. Bon, le navire va bien, on fait l'ex-voto. Vous avez ici le brick précurseur, construit à Saint-Tropez en 1827, toujours à la chapelle Sainte-Anne, qui subit une grosse tempête dans le golfe du Lion. Autre brique, ici la Grenouille, construite à Saint-Tropez en 1839, chapelle Sainte-Anne, grosse tempête également. Le brick Jean-Baptiste, dans une tempête en 1827, aussi à la chapelle Sainte-Anne. Alors souvent en dessous, vous avez l'histoire de l'événement qu'on peut compléter par des rapports auprès du tribunal de commerce pour les pertes, etc. etc. Donc c'est souvent l'entrée pour avoir une histoire beaucoup plus riche. Le brick Baobab, construit à Saint-Tropez en 1835, celui-là, ce tableau-là est conservé à Notre-Dame de la Garde à Marseille. Dans cet édifice religieux, il y a 5 représentations de navires tropéziens. Et c'est un peu en lisant l'inventaire de cet édifice que j'ai eu l'idée de faire ma thèse sur la construction navale en étant surpris qu'il y ait autant de navires tropéziens représentés à Marseille.
sur les 5, je vous en montre un second, qui est le brick La Confiance, construit à Saint-Tropez en 1951. Il y a également une représentation de la Confiance à la chapelle Sainte-Anne, ce qui indique, et ce n'est pas le seul exemple, qu'il n'était pas rare qu'on commande plusieurs œuvres pour le même événement. Soit vous avez tout l'équipage qui se regroupe pour diviser les frais auprès de l'artiste, et ils vont déposer, alors c'est marqué, tous les noms sont marqués dans le cartouche, pour déposer à un endroit, soit vous avez chacun commande son tableau, et bon, pour la Confiance, il y en a 2. Dans les musées, alors dans les musées aussi, la distinction là, c'est un peu caractéristique, mais c'est plus compliqué que ça, puisque dans les musées aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple de Fabre, il y a des ex-voto qui sont conservés dans des musées, mais qui proviennent d'édifices religieux pour des simples questions de sécurité. Il y a eu beaucoup de vols dans les années 70, 80, 90. Donc certaines communes ont fait le choix de laisser les ex-voto, de prendre les ex-voto et de les mettre dans les musées. Alors ici, c'est une des dernières acquisitions du musée de la Citadelle. Un des rares ex-voto où il y a mention de construction. La Sainte-Julie, construite à Saint-Tropez en 1821. C'est un ex-voto que la ville a acheté aux enchères et qui est déposé au musée. Et vous retrouvez le navire qui va rentrer dans le port de Marseille. On distingue le phare, le fort Saint-Jean. Au musée Agatois Jules Baudou à Agde, vous avez ce très bel ex-voto qui représente le brick Michel et Marguerite, navire construit à Saint-Tropez en 1853. Là, c'est un moment particulier. Le navire prend l'eau et l'équipage a décidé d'abandonner le navire. Et on voit une première chaloupe qui est contre la coque et puis une deuxième qui est en train de se rendre vers un autre bâtiment qui va secourir l'équipage. Vous avez ici une représentation du trois-mâts pilote de 271 tonneaux construit en 1839 à Saint-Tropez, qui se trouve au musée de la Chambre de commerce de Marseille. Je le dis puisque le cher président de patrimoine tropézien est là et que mon élu est là-bas. Il y a un scandale qui est en train d'apparaître à Marseille, c'est que la Chambre de commerce de Marseille a décidé de vendre les milliers d'objets de son musée, sans avoir parlé auparavant à la mairie de Marseille. Donc le musée, l'identité maritime de Marseille va probablement disparaître, puisque la Chambre de commerce veut récupérer des millions par les ventes aux enchères. Ce tableau est là-bas. Si la vente aux enchères se concrétise et que effectivement, la ville de Marseille n'essaye pas de sauver son patrimoine, je pense que la ville, d'une façon ou d'une autre, essaiera. Je vois le président qui sourit en me disant « Vas-y, il me fait le signe des dollars, là, il me fait, j'en ai plein », pour essayer de récupérer ce tableau-là pour le musée d'histoire de la Citadelle, mais j'espère franchement que la collection de Marseille restera dans son intégrité dans la cité phocéenne. Au musée du Vieux-La Ciotat, vous avez ce trois-mâts chasseur construit en 1947 à Saint-Tropez. Il est en train de faire naufrage au large du cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. Vous voyez que tout l'équipage est quasiment à la mer en train d'essayer de se raccrocher à des espars pour être sauvé. C'est une tempête qui a coulé une dizaine de voiliers et qui a été un moment dramatique de l'histoire de la marine commerciale provençale. Et puis vous avez encore plus que dans les musées et les chapelles, vous avez énormément d'œuvres qui sont conservées dans les collections privées. J'arrive à la fin. Dans les collections privées et donc chez les particuliers. Alors la plupart, je les détecte par les ventes aux enchères. D'autres, parce que mais je connais certains propriétaires d'œuvres. Ici, c'est une vue d'un navire que j'avais espéré avoir pour la collection du musée, mais que le propriétaire, qui est décédé aujourd'hui, n'a pas voulu prêter. C'est le Lumini de 502 tonneaux. Là, vous avez sous les yeux le plus gros navire de commerce provençal construit en 1836, qui était le fleuron du port de Marseille et qui a été construit à Saint-Tropez. Et donc là, je fais une digression. C'est que si aujourd'hui, vous avez des yachts, des grands yachts qui rentrent dans le port de Saint-Tropez, d'accord, Saint-Tropez, c'est à la mode, etc., etc., mais c'est d'abord parce que physiquement, les yachts rentrent dans le port. Et s'ils rentrent dans le port, c'est parce que les Tropéziens, au XVIIe, XVIIIe et encore plus au XIXe, construisaient des navires qui faisaient 20, 30, 40 mètres de long. Donc la première réalité, elle est là. Saint-Tropez, j'en profite, même s'il y a des pêcheurs, et j'espère qu'il y en aura toujours, n'était pas un charmant petit port de pêche ni une cité corsaire, c'était un port de commerce
qui est aujourd'hui un port de plaisance. Autre navire, alors le Lumini, construit en 1836, là vous avez la vue de l'Oriental, 660 tonneaux, donc 160 tonneaux de plus que le Lumini, qui est également, en 1852, au moment où il est lancé, le plus beau navire du port de Marseille et le plus gros construit par les Tropéziens. C'est une collection privée, je ne sais pas chez qui il se trouve. Là, ici, vous avez un abordage, un accident, ce n'est pas un acte de guerre, hein, un accident entre le Vierge Bon Voyage et un autre navire dont je ne me rappelle pas le nom. Alors, le navire tropézien, c'est celui qui est derrière, hein, c'est le plus petit. Et je ne sais pas où se trouve ce tableau-là. Et ça, c'est ce qu'on voit passer dans des catalogues ou dans des ventes aux enchères. Vous avez ici le Trois-Mâts-Richelieu, construit en 1948 à Saint-Tropez, qui est dans une collection privée, que je connais bien puisque c'est la mienne, une collection d'un seul tableau, hein, je le précise, qu'avec mon épouse on s'est acheté après ma soutenance de thèse, voilà, et qui rejoindra peut-être un jour le musée de la Citadelle. C'est un navire construit à Saint-Tropez et un beau petit trois-mâts d'une trentaine de mètres de long. Et puis il y a des tableaux qu'on repère et puis qu'on n'arrive pas à voir. Ici, c'est l'Amphitrite, construite en 1827. Le tableau se trouvait il y a quelques années à Sainte-Maxime. J'ai voulu l'acheter pour le musée au moment où on constituait les collections du musée. Mais le vendeur, vous voyez, le tableau est en très mauvais état. Hein. Il aurait fallu qu'il y ait des restaurations avant de pouvoir l'exposer. On demandait un prix qui dépassait l'entendement et donc je ne l'ai pas acheté. Voilà. Et puis, je vous ai montré le chasseur tout à l'heure, je termine là-dessus. Je vous ai montré le chasseur tout à l'heure, qui était au musée de la Ciotat, et un autre tableau qui se trouve dans la collection Fabre, et qui a été vendu aux enchères, que j'ai voulu acquérir. Et M. Fabre, qui était une personne extrêmement riche, hein, c'était l'armement Fabre de Marseille, la compagnie UTA d'aviation, etc., des gens, voilà, m'avait dit, ah ben non, mais on s'amuse, on fait l'enchère tous les deux, puis on s'amuse. Je dis, bon, moi, vous vous amusez parce que vous êtes milliardaire. Moi, je dépends de la collectivité. Monsieur Tuveri m'appelait Monsieur 20 000 à chaque fois que je venais lui demander quelque chose pour acheter une œuvre. Bon, président, je ne sais pas s'il m'a... Donc, il m'a échappé aux enchères, j'ai pas pu l'avoir. Mais pour que, en fait, il y a beaucoup d'œuvres, on surveille en permanence, et il y a beaucoup d'œuvres qui passent à la vente régulièrement. Et grâce à la base de données, j'arrive à identifier si ça concerne Saint-Tropez ou pas pour enrichir son patrimoine. Voilà. Je vous remercie de votre attention.